Bonjour. Chrétiens et musulmans, unissez-vous. C'est l'appel lancé par le pape au cours de son voyage en Turquie aujourd'hui. Chrétiens et musulmans, unissez-vous afin, a dit Jean-Paul II, de protéger et de promouvoir ensemble, pour tous les hommes, comme nous y invite le Concile, la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Nous reviendrons dans un instant sur le voyage de Sa Sainteté Jean-Paul II en Turquie. Autre appel, un appel à la compréhension, c'est celui qu'a lancé Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères français, avant le sommet de Dublin qui s'ouvre cet après-midi. Valéry Giscard d'Estaing a quitté Paris il y a de cela quelques instants, destination Dublin pour ce Conseil européen, l'un des plus importants et l'un des plus difficiles, sans aucun doute, depuis l'ouverture de la communauté économique européenne. Il faudra beaucoup de compréhension à tous les partenaires pour se sortir de certaines impasses sur lesquelles Jacques Hébert reviendra dans un instant également. Et puis, nous parlerons de l'Iran. L'Iran qui a rejeté d'ores et déjà toute résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui tendrait à condamner l'action entreprise par les Iraniens. Les Iraniens qui se sont donné un nouveau ministre des Affaires étrangères, il s'appelle M. Ghotbzadeh, et vous, téléspectateurs de TF1, vous le connaissez. Il était aux côtés de Michel Bader et de moi-même à Naufle-le-Château. M. Ghotbzadeh était à ce moment-là l'interprète de l'ayatollah. Il était l'un des proches de l'ayatollah et c'est lui qui, au cours de l'interview que nous avions réalisée à Naufle-le-Château, interprétait les propos de l'ayatollah Khomeini. Un fidèle du Shah sera notre invité tout à l'heure dans cette édition de 13h. Un fidèle du Shah qui témoigne. Il a rencontré le Shah à New York il y a de cela quelques jours. Il témoignera dans cette édition de 13h comme il a témoigné pour l'hebdomadaire VSD cette semaine. Voilà les principaux sujets de cette édition de 13h au cours de laquelle nous parlerons également de la Fondation de la Vocation. Mais tout de suite, direction Dublin. Le Conseil européen s'ouvre tout à l'heure. Jacques Hébert est sur place. Nous allons le rejoindre. C'est dans ce triste château grisâtre construit au XIIIe siècle en plein centre de Dublin que commencera tout à l'heure ce 3e Conseil européen de l'année, un conseil qui promet d'être l'un des plus difficiles et l'un des plus tendus de la brève histoire de la communauté européenne. Et c'est une fois de plus l'enfant terrible de l'Europe, le Royaume-Uni, qui créera le suspense. En dehors des problèmes agricoles, où on discutera pêle-mêle de lait, de beurre, de sucre, de mouton ou de langoustine, le problème essentiel sera certainement celui de la contribution britannique au budget européen. De quoi s'agit-il? La Grande-Bretagne paye chaque année 20% du budget total de l'Europe et, en retour, ne bénéficie que d'un dixième de ce budget. Côté britannique, on parle d'injustice et on demande une réduction substantielle de cette contribution, une réduction de 6 milliards de francs. Réponse des partenaires européens: si vous payez cher à la communauté, c'est parce que vous importez pour plus de 40% à l'extérieur de l'Europe. N'oubliez pas qu'il y a des règles communautaires que vous avez signées lors de votre adhésion en 1973. Toutefois, nous sommes prêts à faire un geste, mais pas plus que 3 milliards de réduction, d'autant plus que ce sera à nous, les 8 autres partenaires, de combler le manque à gagner du budget européen. En tout cas, d'exceptionnelles mesures de sécurité ont été prises ici à Dublin, Dublin où vient d'être condamné à perpétuité un terroriste de l'IRA pour le meurtre de Lord Mountbatten. Connally et Kennedy sont d'accord. Carter a été bien dans sa conférence de presse en parlant de la situation des États-Unis face à la crise iranienne. Calme et détermination, ce sont les deux mots employés du reste par la presse américaine pour qualifier les propos tenus par le président qui apparemment donc fait l'unanimité derrière les positions affirmées, positions en particulier telles que celle-ci: nous ne céderons pas, nous les États-Unis, au chantage. À Washington, Dominique Bromberger. C'est un Jimmy Carter marqué par la fatigue due à 25 jours de crise, mais calme et sûr de lui-même, que les Américains ont vu apparaître la nuit dernière à la télévision. Le chef de l'exécutif a encore franchi un degré dans l'escalade verbale qu'il oppose à l'ayatollah Khomeini, en évoquant l'irresponsabilité des dirigeants iraniens, en affirmant que ceux-ci
seront tenus responsables des très graves conséquences qu'aurait le fait que les otages ne soient pas libérés, et en disant, je cite, « Khomeini est la honte de l'islam ». Cependant, Jimmy Carter a très clairement fait savoir qu'il entendait continuer à explorer toutes les possibilités diplomatiques avant de recourir à la force. Il a refusé de fixer une limite dans le temps à cet éventuel recours, et il ne faisait guère de doute à travers ses propos qu'il ferait tout son possible pour l'éviter. Le président américain n'a d'ailleurs pas écarté l'hypothèse d'une enquête internationale sur les activités du Shah, en notant au passage cependant qu'il n'existait pas à sa connaissance de tribunal chargé de ce genre d'activité. Les premières réactions à cette conférence de presse ont été extrêmement positives dans le pays. Tous les candidats, qu'ils soient démocrates ou républicains, l'ont approuvé. Sur le thème, il faut que nos adversaires sachent que nous n'avons qu'un seul président. Dominique Bromberger, TF1, Washington. Pendant ce temps, à Téhéran, on prépare la grande fête chiite de demain, l'Achoura. Et aujourd'hui, manifestation monstre dans les rues de Téhéran, manifestation qui a abouti à son terme à la condamnation de toute résolution possible condamnant l'Iran, la résolution du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Raymond Girard, à Téhéran. La nomination de M. Sadegh Ghozadeh au poste de ministre des Affaires étrangères en remplacement de M. Bani Sadr semble indiquer un durcissement de la politique étrangère iranienne. M. Bani Sadr a donc été désavoué par l'ayatollah Khomeini, bien qu'il garde le portefeuille de l'économie et des finances. Le fait qu'il ait reçu le parlementaire américain George Hanson et qu'il ait annoncé son intention de se rendre aux Nations Unies, bref, il ait montré une certaine souplesse et une tendance à la négociation, la guerre était prisée au sein du Conseil de la Révolution. On a donc mis à sa place l'homme libre de l'ayatollah Khomeini, le seul en qui l'ermite Khomeini est une confiance totale, M. Sadegh Ghozadeh, dont les positions très dures à l'égard des États-Unis sont bien connues. Pour M. Ghozadeh, aucune concession n'est envisageable. Ou bien les États-Unis rendent le Shah, ou bien les otages passent en jugement. Un jugement devant un tribunal islamique dont les sanctions pourraient aller jusqu'à la peine de mort selon les propres termes de M. Ghozadeh. Raymond Girard, TF1, Téhéran. En tout cas, M. Ghozadeh a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'était pas dans son intention de se rendre au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dont toute résolution vient d'être condamnée par les Iraniens manifestants à Téhéran. Ce Ghozadeh, nous le connaissions bien, il était à Paris pendant de longues années. Un autre homme proche du Shah, lui, est à Paris en ce moment. Il a rencontré le Shah il y a de cela quelques jours dans l'hôpital de New York. Un hôpital que le Shah d'Iran peut quitter quand il le souhaite. C'est ce qu'ont dit les médecins ce matin après les derniers examens. Alors on se demande justement si le Shah va quitter New York bientôt. Cette question, je l'ai posée dans des circonstances un peu exceptionnelles à cet homme, l'un des fidèles du Shah, encore aujourd'hui, un homme qui risque sa vie, et c'est pour cela que les conditions de l'interview sont un peu exceptionnelles. Je l'ai reçu il y a de cela quelques instants dans mon bureau, ici à la télévision. Il ne souhaitait pas être reconnu par ceux qui pourraient attenter à ses jours, comme il ne souhaitait pas que son nom soit écrit dans VSD, puisque cette semaine, il témoigne aussi pour cet hebdomadaire dans une longue interview accordée à nos confrères de VSD que vous pourrez trouver dès aujourd'hui. Alors tout de suite, quelques réponses de ce personnage proche du Shah. Et d'abord, une réponse à la question, le Shah va-t-il quitter New York bientôt ? Je pense qu'il quittera New York le 3 ou 4 décembre prochain pour le Mexique. D'ailleurs, quand il est arrivé à New York le 22 octobre dernier, il avait été convenu que ce serait un traitement de 6 à 7 semaines et il est parfaitement dans les délais. Alors, vous l'avez rencontré, dans quel état moral est-il ? Un état moral cyclotimique. C'est un homme qui a des hauts et des bas, un peu comme sa santé maintenant. Il y a des moments de grande euphorie et des moments de grande dépression. C'est selon les nouvelles qu'il reçoit, mais selon aussi les visiteurs qu'il reçoit. Ce week-end, il était dépressif, mais la semaine dernière, selon des amis à moi, il était en bonne forme parce qu'il avait vu des gens très importants, aussi bien du bloc occidental qu'oriental, qui viennent le questionner et lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il pense et que va devenir ce pays.
En tout cas, le chat est encore à New York. Il quittera sans aucun doute New York pour Mexico à la date que vient de vous donner mon interlocuteur, c'est-à-dire dans les prochains jours. Et de là, de Mexico, y a-t-il dans les intentions du chat la possibilité d'un retour en Iran ? Il ne pense pas à ça et il ne veut pas y penser, du moins dans son intime conviction. Il pense d'abord ce que va devenir l'Iran. Il a des rapports avec certains chefs d'État, non seulement musulmans, mais des gens de la région, et tout le monde est effaré par ce vent de folie qui souffle actuellement entre Téhéran, La Mecque et Rawalpindi, qui peut demain éclater à Jakarta en Indonésie, qui est musulman, qui peut balayer le roi Hassan ou le président Sadat, en passant par toute l'Afrique du Nord et le Golfe. Alors actuellement, c'est la région. L'Iran n'est qu'un petit point là-dedans, et je pense que le Shah pense d'abord à la stabilité de la région et à des contacts avec aussi bien des pays arabes que des pays voisins non arabes pour voir comment maintenir cette région dans une pseudo-stabilité très fragile. Il ne parle pas de reconquête. Non, il ne parle pas de reconquête, mais à une question que je lui avais posée il y a 1 mois et demi de cela au Mexique, lui demandant s'il avait envie de revenir un jour dans son pays, il m'a dit « ce pays-là, je ne le connais pas, donc je n'ai pas envie de le reconnaître ». Si je peux reprendre mon travail là où je l'ai interrompu il y a 1 an, contraint et forcé, et refaire le même travail avec les mêmes collaborateurs, peut-être de manière différente. Alors peut-être voulait-il dire par là, pas de répression, pas de SAVAK, pas tout ça. Je suis partant, mais si c'est pour devenir un roi qui inaugure des chrysanthèmes, non, je ne retournerai jamais dans mon pays. Voilà pour cette interview de ce personnage, je vous l'ai dit, très proche encore de ce Shah d'Iran, actuellement aux États-Unis, toujours en surveillance médicale, mais qui peut désormais quitter l'hôpital quand il le souhaite. Les autres titres de l'actualité, Jean-Pierre Pernaut. Oui, bien d'abord un commentaire de François Sérac, président du CNPF, qui se trouve aux États-Unis à propos de cette crise iranienne. C'est la plus grave crise depuis 1945, a-t-il dit, en raison de ses prolongements possibles au niveau mondial. Le voyage du pape en Turquie, après un accueil plutôt froid hier dans ce pays à 99% musulmans, les entretiens politiques de Jean-Paul II à Ankara ont été plus importants que prévu. À Istanbul, où le souverain pontife est arrivé tout à l'heure, rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Bernard Chevalier. 24 heures après son arrivée en Turquie, Jean-Paul II en est toujours à la phase diplomatique et touristique de son voyage. Ce matin, avant de prendre l'avion pour Istanbul, il a, devant la toute petite communauté catholique d'Ankara, souhaité que les liens spirituels qui unissent l'islam au christianisme se développent, et il a même demandé qu'une collaboration s'instaure en vue des progrès de l'homme et de la paix. Ces propos seront de nature à rassurer les milieux les plus intégristes musulmans qui avaient présenté le voyage du pape comme une relance d'une croisade orthodoxe catholique contre l'islam. Accueil discret tout à l'heure à l'aéroport d'Istanbul, 12 personnalités religieuses, catholiques, orthodoxes, juives et anglicanes étaient venues saluer Jean-Paul II. Parmi elles, bien sûr, Dimitrios Ier, le patriarche, que Jean-Paul II rencontrera tout à l'heure et demain. C'est le moment important de ce voyage. Pour l'instant, le pape est toujours entre les mains des autorités turques qui lui font visiter Sainte-Sophie, l'antique basilique byzantine devenue mosquée puis musée, et puis aussi Topkapi, ce musée si riche des trésors des sultans. La presse turque ce matin se montre moins agressive à l'égard de Jean-Paul II. Tous les titres reproduisent la photo représentant Jean-Paul II embrassant la terre. La campagne de presse qui s'était développée ces jours derniers contre lui aura en tout cas permis à une population qui jusqu'alors était indifférente ou ignorante de savoir qu'un homme de Dieu était venu chez elle aujourd'hui. Istanbul, TF1, Bernard Chevalier. Toujours à l'étranger, il faut savoir que des rebelles continueraient à résister dans les sous-sols de la grande mosquée de La Mecque et puis qu'au Salvador, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a été enlevé hier soir, sans doute par un commando d'extrême gauche. Dans l'actualité sociale en France, beaucoup de perturbations un peu partout aujourd'hui. À la SNCF, d'abord, avec toujours des grèves sur le réseau Sud-Est. Dans les transports parisiens, arrêt total du métro ce matin pendant 1 heure. 1 heure de grève également à l'agence France-Presse, à l'appel de la CGT et de la CFDT. Ces 2 syndicats ont également lancé un mot d'ordre d'arrêt de travail de 24 heures dans les PTT. Enfin, vous le savez, les aiguilleurs du ciel continuent leur mouvement. Et dans certaines régions, comme celle de Lyon, il n'y aura aucun décollage aujourd'hui. En revanche, fin du conflit à Nice matin. La parution du journal a été assurée normalement pour la première fois ce matin depuis 15 jours.
À propos de presse, vous savez que la nouvelle formule du Quotidien de Paris, qui paraît depuis ce matin, a publié un sondage consacré à l'intervention de M. Giscard d'Estaing mardi dernier, nous en parlions hier soir. Eh bien, autre sondage sur le même thème dans le journal L'Aurore. Près de 80% des téléspectateurs qui ont accepté de répondre se disent convaincus par les explications du président. Pour 65% d'entre eux, M. Giscard d'Estaing est proche de leurs préoccupations. Publication ce matin du rapport annuel du Conseil d'information sur l'énergie électronucléaire. C'est une brochure de 170 pages qui fait le bilan des travaux de cet organisme. On sait que les organisations qui critiquent le programme électronucléaire français reprochent au gouvernement de ne pas suffisamment informer les gens. Précisément, ce matin, le Conseil entendait les doléances de ces organisations qui souhaitent élargir le débat sur le thème de l'électronucléaire. François Closet a demandé à Simone Veil, présidente du Conseil d'information, de faire le bilan de son action depuis un an. Il y avait des raisons sérieuses à ne pas publier les plans Orsec de radiation, les rapports sur l'état de la radioactivité dans l'environnement, etc. Est-ce que ce n'est pas de mauvaises habitudes absurdes ? Pour les plans d'intervention que vous avez évoqués, qu'on appelle quelquefois plan Orsec, il faut dire que ça aussi, ça a été peut-être obligé l'administration à ce qu'il soit mieux préparé, mieux élaboré. C'est donc une bonne chose. Et le gouvernement a pris l'engagement et a déjà commencé à les diffuser et diffusera ceux qui n'ont pas encore été diffusés avant le 1er avril 1980. Pendant un an, l'administration, le ministère, l'EDF ont menti par omission en ne disant pas aux Français ce qu'ils savaient sur des ennuis qu'ils avaient dans le domaine de la métallurgie nucléaire, ce qu'on a appelé les fissures. Le Conseil a condamné cela. Est-ce que maintenant, vous avez l'assurance que de telles choses ne se reproduiront plus? Alors, ce qui est difficile, et ce que nous allons essayer d'ailleurs de voir, parce que nous n'avons pas terminé notre propre information au Conseil sur ce point, c'est de voir à quel moment, dans une connaissance de petits incidents de routine, il faut informer parce qu'on peut penser que ce n'est plus de la routine et que ça devient réellement quelque chose qui doit être porté au public. Et c'est très très difficile, c'est ce qu'on nous a expliqué et que nous avons très bien perçu avec des exemples précis, mais il est certain qu'il y a tout de même sans doute un moment où chacun se pose la question au niveau de ceux qui sont informés, de dire ben oui, on n'est plus dans le quotidien. Et précisément, est-ce que le manquement qui a été commis n'a pas consisté à ne pas demander à votre Conseil s'il fallait ou non publier? Oui, c'est ça le manquement. Oui, non, mais je crois que c'était au Conseil qui a décidé. Oui, mais je crois qu'en réalité, c'est toujours la même question. C'est à quel moment aurait-il dû nous saisir? C'est très difficile, je crois. Ce que nous avons dit déjà au président de l'EDF, c'est qu'il faut être plus vigilant et que certainement, il faut le faire en amont. Et donc, peut-être, ensemble, nous allons rechercher quel est le signe, l'alerte en quelque sorte, qui peut donner à penser qu'il doit y avoir de l'information. Toujours en France, un commentaire politique intéressant, commentaire de Michel Rocard à France Inter. Il est maintenant plus loyal, a-t-il dit, plus loyal d'expliquer clairement que les projets socialistes et communistes ne sont pas de même nature. Rapidement encore, les calculatrices électroniques seront autorisées dès la prochaine session du baccalauréat. Vignette, il vous reste jusqu'à samedi à minuit pour l'acheter. Enfin, l'essence, elle augmentera sans doute dès la fin de cette semaine, entre 5 et 10 centimes par litre. À propos de carburant, regardez ce qui n'est pour l'instant qu'une maquette, qu'un projet, la future voiture anti-gaspi de Renault, dimension d'une R18, elle s'appellera Eve et consommera 25% de carburant en moins. Premiers essais vers la fin 1980. Le pétrole toujours, ce sera l'un des thèmes du magazine économique de TF1 L'Enjeu, ce soir à 21h30, avec un reportage notamment sur le détroit d'Ormuz, tout près de l'Iran, par où passent les 2/3 du pétrole de l'OPEP, un détroit dont on parle beaucoup en ce moment. La météo maintenant, le temps sera souvent ensoleillé aujourd'hui, mais dans le sud-ouest, les brouillards vont persister. Demain, le temps va se gâter près de la Manche, avec beaucoup de nuages. Ailleurs, toujours du soleil, quand le brouillard aura disparu. Une météo qui inquiète les habitants de Madrid. Une grisaille épaisse recouvre toute la ville. Cette pollution atmosphérique affecte déjà les personnes âgées. Et les autorités espagnoles envisagent de prendre des mesures d'urgence, réduction du chauffage et de la circulation notamment. Hier soir, en tout cas, c'était du brouillard qui recouvrait le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne. Sur TF1, on a quand même pu apercevoir le premier but de Platini sur penalty. En deuxième mi-temps, on y voyait beaucoup mieux et Saint-Étienne a marqué 3 autres buts. Par Larios, le voilà, par le grec Pyros contre son camp, après une tête de Platini, vous allez le voir. Et puis le jeune Stéphanois Laurent Rousset entrait sur le terrain et la nouvelle mascotte de Saint-Étienne marquait un 4e but. Laurent Rousset, vous rentrez encore en cours de match, vous réussissez encore un but, décidément ça devient une habitude.
une habitude qui j'espère se perdra pas, mais enfin, comme je l'ai dit un peu à tout le monde, je pense que je dois quand même remercier l'ASF parce que on est quand même une collectivité, il y a 11 joueurs et si j'arrive à marquer des buts, c'est grâce aux 10 autres joueurs. C'est finalement dangereux ce jeu-là, parce que finalement vous allez être toujours remplaçant. Non, je pense pas. Disons, de toute façon, pour moi, ce n'est pas un problème actuellement. Je pense ne pas pouvoir tenir 90 minutes, surtout au rythme de la Coupe d'Europe. Disons que rentrer 20-25 minutes, je peux me livrer à fond et donner le maximum que je peux. Comment vous sentez-vous après 14 mois d'indisponibilité? Disons qu'on retrouve petit à petit le Laurent Rousset de 14 mois. Mais enfin, il faudra quand même encore 2 ou 3 mois pour arriver à la plénitude de mes moyens. Alors le but de ce soir, vous pouvez nous l'expliquer en gros? Mais disons, ça s'est passé très vite. Il y a eu 1 et 2 avec Michel. Le ballon est venu sur le pied gauche, il est venu sur le pied droit et j'ai frappé. Marcel Blossaigne-Blanchet me disait, il y a de cela quelques jours, lorsque je lui parlais de la Fondation de la Vocation, 20e édition, qui aura lieu au niveau de la cérémonie de remise des bourses le 5 décembre, c'est-à-dire mercredi prochain, prenez mes lauréats, je préfère que ce soit eux qui soient à l'honneur. De sorte qu'aujourd'hui, eh bien, 3 lauréats de la Vocation, 20e anniversaire cette année, sont avec nous aujourd'hui. Alors, il y a d'abord l'un des plus anciens, Michel Siffre, qui a réussi sa carrière, peut-être un peu grâce à la vocation, ou complètement grâce à la vocation? Les deux. Les deux? Si je n'avais pas eu la vocation, il n'y aurait pas eu la suite. Ça m'a donné le courage de me battre, et ça a été le plus important. Ensuite, ça m'a obligé à être un leader, et m'obligeant à être un leader, bon, j'ai entraîné derrière moi un paquet d'hommes, des savants, des chercheurs. Et c'est toute une dynamique, comme la vocation, vous le savez, on l'a ou on l'a pas, hein, et puis c'est tout. Alors vous aviez votre bourse en 1960, vous pensiez à quoi à ce moment-là exactement? Elle devait servir à quoi cette bourse? La recherche, l'action, et avec pour thème central la spéléologie, bien sûr, les grottes, vous savez que c'est ma passion, les grottes, la géologie, tout ce qui touche le monde souterrain. Bon, je crois que c'est pas mal, après 20 ans, j'ai vraiment vécu ce que j'ai voulu vivre, et ça c'est le plus important. Le reste, l'argent, ça n'a pas d'importance. Et vous avez encore la vocation aujourd'hui? Ah oui, oui, pareil qu'avant. Et j'ai eu des coups durs, j'ai gagné, je suis redescendu, j'ai gagné. Puis maintenant, j'ai pareil à nouveau. Vous savez qu'avec l'Amérique centrale maintenant, j'ai une vocation qui est redevenue aussi forte, peut-être plus forte que ce qu'elle était il y a encore quelques années. Pourquoi l'Amérique centrale? Vous y avez trouvé des choses extraordinaires? Mais vous savez qu'en gros, ce que nous venons de découvrir, c'est un nouvel art. Je viens de découvrir des grottes avec une centaine de sculptures souterraines, des stalagmites sculptées, quelque chose dont les archéologues ne soupçonnaient même pas l'existence, rien. Et bon, on a fait quoi avec mon camarade Gérard Capa, en l'espace de quelques campagnes d'exploration, vous vous rendez compte, des sculptures d'un style nouveau. Et ça, c'est quelque chose de nouveau à l'échelle mondiale. Et j'ai attendu, je vais vous dire quelque chose, une confidence, je ne l'ai jamais dit, j'ai attendu. Ça fait presque 1 an que j'ai fait ces découvertes. J'ai attendu que ce soit pour le 20e anniversaire de la vocation que j'annonce ces découvertes. Cette année, nous avons découvert des monolithes extraordinaires, des stalagmites de 2,50 m de haut, sculptés. Jamais, même dans le monde préhistorique français, on en avait découvert. Vous n'avez pas de photos avec vous, là? Non, pas avec moi, mais je vais en avoir bientôt, peut-être ce soir. Vous nous les présenterez? Je vous les présenterai, promis, monsieur Monroussi. Alors, ils viennent d'où, d'après vous? Alors là, vous me posez la question clé. La question clé, je crois avoir découvert l'origine de l'art dans le monde mésoaméricain, dans le monde américain. Ce que nous trouvons, j'ai découvert les choses au Guatemala, en plein cœur de la civilisation maya. Vous en avez entendu parler avec ces pyramides magnifiques et cette écriture hiéroglyphique, et dont on ne connaît pas l'origine. Or, ce que j'ai découvert, ce n'est pas maya, c'est plus primitif. D'autre part, dans la même région, un peu plus haut, dans le nord, au Mexique, on a découvert les grandes têtes Olmec. Vous savez, ces grandes têtes géantes, tous les gens qui ont visité ces pays les connaissent. Et là non plus, ce que j'ai trouvé n'est pas comme ça. Alors, comme c'est très primitif, très fruste, mais en même temps très beau, je crois qu'on est à la limite, je pense, je les attribue, moi, à 2000 ans avant, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, les prémices, l'origine de l'art de la civilisation maya ou Olmec. C'est une révolution? Ça va faire du bruit. Vous allez voir, dès que les publications scientifiques vont paraître simultanément en France et aux États-Unis, ça va faire mal.
Alors, est-ce que pour Nicolas Beignet, ça va faire mal aussi avec cette bourse de vocation? Alors vous êtes lauréat de cette année. Vous êtes habitué à être lauréat. Vous avez eu combien de bourses? J'en ai eu 3 ou 4. Oui, mais pas françaises. Non, c'était surtout américaine, Grande-Bretagne. Surtout américaine et Grande-Bretagne. Et c'était toujours des bourses pour aller étudier quelque part. Donc, ce n'a jamais été des bourses pour aller faire ce que je veux faire. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je veux faire, c'est d'aller vivre avec les Polynésiens. Et de les écouter, d'écouter ce qu'ils disent, pourquoi ils le disent, comment ils le disent. Vous parlez combien de langues? Je parle environ 6 ou 7 langues. Vous avez 21 ans? J'ai 21 ans. 6 ou 7 langues apprises sur le tas ou apprises à l'école? Ça dépend. Il y en a eu 3 qui ont été apprises plus ou moins facilement avec parents, etc. Les autres ont été apprises soit à l'école, soit dans le pays. J'ai tendance à les absorber assez facilement quand je suis dans le pays lui-même. La plus originale? La plus originale, ça doit être le tongien, qui est la langue que j'étudie maintenant. Et c'est une langue qui est parlée dans l'archipel de Tonga, qui est dans le Pacifique du Sud, au sud de Samoa, que tout le monde doit connaître. Et c'est parlé environ par 120 000 habitants. Et c'est la langue la plus ancienne de la Polynésie. Pour vous, cette bourse de la vocation, c'est le rêve? C'est le rêve. On vous présente comme un surdoué, vous l'êtes? Non. Si, ça n'est un. Moi, je dis si, ça n'est un. Non, ce mot ne veut rien dire. Je crois que la plupart des gens ont beaucoup de blocs émotifs qui les empêchent d'utiliser toutes leurs facultés. Et c'est peut-être plus... Vous n'avez plus de blocage. C'est ça. Et la dernière, c'est Marie-Laure Menant. Alors vous, vous venez d'où? De la Martinique. De la Martinique. Et vous vous intéressez à la grammaire? À la grammaire, oui, depuis toute petite. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais passionnée par la grammaire. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires au lycée de Fort-de-France. Et je crois qu'ils ont beaucoup contribué à cultiver cet enthousiasme pour tout ce qui est antiquité, grec, latin, et même l'ancien français. Vous pourrez peut-être discuter oui. avec Beignet. Oui. Hein? En grec, vous parlez grec? Non. Non? Rien du tout. Rien, pas une langue Ce sera une initiation. Oui. Voilà. On s'est donné rendez-vous. En tout cas, cette bourse de vocation vous permettra de réaliser votre rêve, obtenir une agrégation de grammaire. De grammaire, oui. Parce que l'an dernier, je l'ai présenté déjà et j'ai eu un gros échec qui m'a vraiment catastrophé. Parce que je dois dire que j'ai eu de gros problèmes à travailler l'agrégation de grammaire. Tout d'abord, j'ai dû travailler par correspondance pour avoir le DEUG, la licence, la maîtrise. Et je me suis rendu compte que travailler par correspondance, sans bibliothèque, sans faculté à la Martinique, ça me fait beaucoup de mal dans la mesure où je perdais tout ce que je connaissais et je vivais sur mes réserves. Si bien que à l'agrégation, je n'avais pas un niveau compétitif. Bien, en tout cas, bravo à tous les trois. À très bientôt, Michel Siffre. Je vous garde et j'attends les photos. Quant à nous, nous allons donner la parole aujourd'hui, dans le cadre de la présentation des élections prud'homales, à la CFTC. Tout le monde, je crois, commence à savoir que cette institution prud'homale est essentielle pour garantir les droits individuels des salariés. Et pour la CFTC, nous y attachons un intérêt tout particulier, dans la mesure où, je crois, nous jouons un rôle complémentaire, c'est-à-dire qu'à travers nos efforts de politique contractuelle pour couvrir tous les salariés avec des conventions, nous établissons ces droits et les prud'hommes viennent en prolongement pour garantir ces droits. C'est dire l'intérêt que nous y apportons. Cette élection a-t-elle pour vous un enjeu syndical? Bien sûr, puisque les syndicats vont appuyer les travailleurs quand ils se trouvent devant les prud'hommes, mais je crois qu'au-delà de cet aspect pratique, c'est une occasion absolument essentielle, puisque pour la première fois depuis 17 ans, 13 à 14 millions de salariés devront se prononcer entre les différentes organisations syndicales et faire un choix syndical. En quoi vous démarquez-vous des autres grandes organisations syndicales? Nous nous démarquons sur plusieurs points et je crois qu'il est important que les travailleurs le mesurent, car en effet, pour la majorité des téléspectateurs, le syndicalisme, c'est en général Ségui, maire, Bergeron également, mais il y a pratiquement, il faut avoir le courage de le dire, les 3/4 des salariés qui ne sont pas syndiqués. Et à notre avis, c'est la preuve que les travailleurs cherchent autre chose. Et la CFTC est convaincue de pouvoir effectivement apporter autre chose, par exemple en matière de refus de la politisation. C'est une règle d'or pour nous que l'indépendance syndicale, et vous savez,
notamment que c'est une des raisons majeures de notre rupture il y a quelques années avec la CFDT, lorsque, après la CGT, elle s'est engagée dans cette voie qui, à notre avis, a fait un mal considérable au syndicalisme de ce pays. Nous sommes farouchement attachés à la défense du droit de grève, mais non moins farouchement attachés à son abus, car ça déconsidère la grève et nous cherchons à utiliser la grève vraiment comme ultime recours des travailleurs et également de donner à ceux qui n'ont pas toujours les moyens de faire grève des possibilités de recours à travers des procédures de médiation que nous essayons de généraliser. Mais en ce qui concerne les réformes de structure, quelle est l'originalité de la CFTC? Sur un niveau très concret, celui des entreprises, elle entend que les salariés ne subissent pas simplement les conséquences, notamment en matière d'emploi, de décisions qui sont prises en dehors d'eux. Elle veut que les travailleurs soient associés directement à l'élaboration de la politique des entreprises. Je crois que c'est également une originalité de la CFTC. Est-il vraiment très important pour vous que les salariés votent à ces élections du 12 décembre? Absolument fondamental. Et notre grande consigne, c'est de dire aux salariés de prendre leurs responsabilités ce jour-là. C'est défendre leur liberté que d'utiliser ce droit de vote. S'abstenir, c'est démissionner, c'est renoncer le droit à critiquer. Donc, que tout le monde vote. Et j'ajouterais, si vous voulez, que les salariés de ce pays votent pour un syndicalisme actif, mais constructif. Et je crois que, à travers cela, si on renforce la CFTC, on peut vraiment changer le climat social de ce pays, et il en a bien besoin. Et maintenant, François Donati, la bourse. À la Bourse de Paris, il y a également un petit changement de climat, mais dans le sens favorable cette fois-ci, c'est le retour au calme après l'affolement auquel on a assisté un petit peu hier. En effet, les cours de l'or ont été stabilisés à l'annonce d'une vente probable du ministère des Finances américain d'une certaine quantité d'or. Du coup, les valeurs qui avaient monté avant-hier et baissé hier repartent de l'avant et en tête, on retrouve comme avant-hier un comptoir d'exportation de l'Afrique occidentale. La Compagnie du Midi aux immobilières fait un record de hausse pour l'année et l'Institut national de la statistique ayant dit que les biens intermédiaires tels que les ciments par exemple se portaient mieux, on trouve Poliette et Lafarge qui sont en hausse. Poliette en particulier annonce que ses revenus consolidés pour 1979 seront au moins le double de ceux de l'année dernière et que le dividende augmentera. Hausse record également sur une valeur de boissons, l'approche des fêtes de Noël, Pernod Ricard qui d'une part annonce que ses ventes en URSS vont se développer. Il n'est même pas impossible que Pernod Ricard implante une usine en URSS. Et d'autre part, on dit, mais c'est une rumeur non confirmée, que Pernod Ricard pourrait procéder à une distribution d'actions gratuites, d'où la hausse de 7,1% aujourd'hui. La source Perrier, qui avait beaucoup baissé à la suite de l'interdiction de la source Fontève, a rattrapé maintenant tout son retard, d'où la remontée d'aujourd'hui. À la construction électrique, il y a une certaine irrégularité. L'Alstom Atlantique continue sa remontée. En sens inverse, la CEM, au contraire, est en baisse parmi les principales baisses d'aujourd'hui, ainsi que Legrand. En revanche, la CSF, au milieu du tableau, monte de 1,1%. La CSF annonce qu'elle va participer à des commandes pour l'amélioration de la défense nationale en Grande-Bretagne. Cette nouvelle est bien interprétée pour le marché. D'une manière générale, les valeurs informatiques, les valeurs d'électronique sont toujours parmi les vedettes de la Bourse de Paris. Alors, à Londres, il y a eu immobilité en ce sens que l'once d'or cote 410,90 $ comme hier soir, mais à Paris, on assiste encore à une hausse, car les cours que vous voyez maintenant sont naturellement comparés à ceux d'hier à midi. Et par rapport à hier midi, il y a eu un grand changement puisqu'on a monté dans la soirée. Donc la barre monte de 600 francs, le kilo, lui, monte de 1280 francs. Le Napoléon est lui aussi à un cours record en montant de 5,40 francs. Les valeurs indexées sur l'or sont irrégulières. À 1370 francs, le 4,5% baisse de 3 francs, mais à 5699 francs, le 7% du 1973, lui, est en hausse de 34 francs. Les mines d'or sont en hausse et les valeurs américaines aussi. Ici la bourse, à vous Yves Mourouzi. Merci François Donati. Rendez-vous, si vous le souhaitez, demain. Nous parlerons beaucoup de sport à l'Institut national des sports en direct. Et je vous donne rendez-vous donc à 13h. Au revoir.